Je ne suis pas un expert en biodiversité. Je vais plutôt essayer d'aborder la question sous un angle pratique, sous un angle d'action, enfin en tout cas avec beaucoup d'humilité, parce que je pense qu'on sait tous à quel point la question est complexe, mais je vais essayer de vous présenter un petit peu ce qu'on a mis en place ces derniers mois au sein de l'AOC Ventoux, et voilà, peut-être l'embryon d'une méthode, ou en tout cas, on a essayé de construire une démarche collective et une vision qui place, avec quelques autres piliers, la biodiversité au centre de nos préoccupations. Je vais d'abord vous faire une petite introduction sur l'AOC elle-même pour que les locaux de l'étape, je pense, nous situent bien, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde ici. Nous sommes au sud-est de la vallée du Rhône. Vous voyez donc que l'appellation semble assez vaste. Nous y reviendrons. En réalité, il y a beaucoup de montagnes, de reliefs, de forêts au milieu de cette appellation. Mais ça vous permet de voir exactement où notre AOC est située, donc sud-est de la vallée du Rhône. Quelques chiffres sur on a parlé beaucoup ce matin de diversité de cépages. Donc on a évidemment, c'est une appellation du sud, donc on a une grande diversité de cépages. Le grenache est toutefois largement dominant, puisqu'il fait près de 60% de l'appellation, et la syrah près de 27%. Donc vous voyez que ici aussi, l'encépagement n'est pas si divers que ça. Même si on voit le Mourvèdre, le Cinsault, le Carignan, surtout les deux premiers d'ailleurs, progresser un petit peu. Et pour nous, un des grands défis de demain, c'est le développement des blancs. Sur l'encépagement des blancs actuellement, qui représentent 8% de la production, mais 12 à 13% de l'encépagement déjà. Une partie des blancs sont utilisés pour les rosés. On va retrouver Clairette et Grenache blanc comme les deux cépages les plus identitaires, puis Roussanne, Vionnier et Vermentino. Et nous sommes une appellation qui a pris assez tôt le virage du rosé, sans doute par proximité avec la Provence, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, plus du tiers de notre production se fait en rosé. Alors, je ne sais pas si vous apercevez un peu mieux le relief de notre appellation ici, mais on voit bien l'amphithéâtre du Ventoux. Dans sa délimitation initiale, au début des années 50, l'appellation s'appelait, enfin qui n'était pas encore une AOC, mais le VDQS s'appelait Coteaux du Ventoux et des monts du Vaucluse. En fait, on a une grande unité géopédologique qui est liée au relief. Et je pense que cet aperçu, ce léger aperçu du relief vous explique aussi qu'en réalité, l'appellation est plus petite, même si elle est pas minuscule, qu'elle semblait sur la carte. Donc quelques autres chiffres clés. Ah, ça c'est nouveau. Non, voilà. Donc nous sommes une appellation qui est, et vous verrez que c'est un contexte à mon avis qui est essentiel pour comprendre l'origine de notre démarche, qui est sur 2 parcs naturels régionaux et sur 2 réserves de biosphère UNESCO. On a à peu près 750 coopérateurs, 13 coopératives, 130 caves particulières, on est sur une 50aine de communes. La production est d'environ 250 000 hectolitres, c'est une production moyenne, et le nombre d'hectares revendiqués est de l'ordre de 5 700, ça baisse très légèrement chaque année. En revanche, sur le territoire, il y a environ 30 000 hectares de forêt, et nous sommes un bassin de polyculture. Donc on est, dans le contexte du Ventoux, on n'est pas véritablement dans un contexte de mer de vigne. Et ça aussi, je pense que c'est assez important. On a d'ailleurs une AOC Muscat du Ventoux, qui est un raisin de table, et depuis peu, une IGP cerise des coteaux du Ventoux, et de toute façon, une polyculture plus vaste, du petit épeautre à l'olive, la truffe, etc. Mais la présence donc, de ces 2 parcs, je pense, nous oblige un petit peu à avoir une démarche environnementale forte. Un focus rapide sur la réserve de biosphère du Ventoux, qui a été donc accordée en 90 et renouvelée depuis en 2017. En fait, étant donné les différents gradients d'altitude et les différents gradients de climat, on va revenir sur la question du climat qui est centrale chez nous,
on a vraiment un étagement qui fait en fait de la biodiversité du Ventoux un carrefour entre le monde alpin et le monde méditerranéen. Donc on retrouve 150 espèces d'oiseaux nicheurs, on a notamment le vautour percnoptère ou l'aigle royal, 500 espèces de lépidoptères dont le machaon ou l'apollon, un emblématique papillon montagnard, une très grande diversité de groupes d'animaux, cerfs, chevreuils, mouflons, chamois, sangliers aussi, beaucoup, un peu trop. Depuis peu, on a aussi le loup qui a été réintroduit chez nous, mais c'est aussi 20 espèces de chauves-souris, 14 de reptiles, 8 d'amphibiens, plus de 2500 insectes référencés. Bref, on a une biodiversité qui est assez folle pour une appellation viticole. Et c'est vraiment grâce à l'étagement bioclimatique, un étagement unique, qu'on retrouve toute cette diversité d'espèces. Il y a plus de 1500 espèces végétales aussi, il n'y a pas que la faune évidemment, qui est exceptionnelle, et un grand nombre d'espèces protégées. Et on commence aussi à avoir des initiatives d'atlas communal de la biodiversité, c'est-à-dire que par commune, c'est en train de commencer dans le nord de l'appellation actuellement, l'OFB et le PNR sont en train de faire un travail d'inventaire, mais aussi d'amélioration des connaissances en général et de sensibilisation autour de cette richesse de biodiversité dans notre appellation. Donc je vais l'aborder rapidement. Le climat est vraiment à l'ADN du terroir du Ventoux et c'est sans doute une autre raison avec cette présence de 2 parcs sur notre périmètre qui nous a sensibilisés à la question environnementale. Nous avons en 2019 puis en 2021 réalisé 2 études climat avec l'INRAE, notamment avec Inaki Garcia de Cortázar Atori, j'ai réussi à prononcer son nom, je suis fier, et Frédéric Huard, qui nous ont permis en fait de caractériser le climat du Ventoux sur les 5 dernières décennies, mais aussi de nous projeter sur les 5 prochaines. Et là, évidemment, on a eu quelques mauvaises surprises auxquelles on s'attendait, vous l'imaginez. Mais ça nous a permis de bien préciser le fait qu'on était sur le climat le plus frais, ou l'un des climats les plus frais en tout cas, du sud de la vallée du Rhône, et on voit bien que ça se manifeste essentiellement par des températures minimales qui sont particulièrement basses, plus basses en tout cas que la moyenne de nos voisins, et une amplitude thermique en général qui est assez vaste. Bon, je passe sur l'impact organoleptique que tout ça peut avoir, mais on va dire pour résumer qu'on a encore la chance non seulement d'avoir de belles maturités, ce qui d'ailleurs n'était pas le cas il y a quelques décennies, mais d'avoir toujours de l'acidité naturelle, de la fraîcheur et donc de l'équilibre dans nos vins. Hop. Et pour terminer cette introduction, une autre nouveauté, c'est qu'il y a eu un changement, on va dire, à la tête de l'appellation. J'ai eu l'honneur d'être élu il y a un peu plus d'1 an et demi à la présidence de l'AOC. Nous a aussi rejoint une nouvelle directrice, Marie-Fleur Saillet, et on y reviendra, nous avons créé en juillet 2021 un poste de chargé de mission climat et transition environnementale, en la personne d'Isabelle Fabre. Alors je vais vous parler de raison d'être aujourd'hui. Je vais commencer par ça. C'est une notion qui peut faire un peu peur, qui paraît très théorique, qui pourtant nous a permis de mettre en place une dynamique que je vais essayer de vous présenter. Alors qu'est-ce que c'est que la raison d'être ? Derrière le côté pompeux de l'expression, c'est en fait une notion juridique qui a pris naissance en 2019 avec la loi Pacte. Et c'est l'idée de réfléchir. En fait, c'est une notion qui normalement s'applique au monde de l'entreprise. Vous en avez peut-être entendu parler au moment où le PDG de Danone récemment a été démis de ses fonctions. Danone était la première des entreprises du CAC 40 à être devenue une entreprise à mission. On a essayé de calquer cette dynamique de raison d'être et d'entreprise à mission à l'échelle d'une appellation. L'idée était d'essayer de créer une vision de long terme qui puisse nous fédérer, qui puisse renforcer le collectif de notre appellation, et surtout
Plutôt que d'opposer des clochers et des labels, vous verrez que ça nous a permis, et je pense que c'est essentiel si on veut créer une dynamique exemplaire, d'échapper à, on va dire, à une approche normative pour les projets de notre appellation. La méthode de co-construction de cette raison d'être a été quelque chose qui a particulièrement bien fonctionné. Elle est un peu l'héritière d'un premier forum ouvert que nous avions fait en 2019, où à l'époque, toute l'agriculture du bassin du Ventoux s'était réunie pour réfléchir à l'avenir de notre agriculture face au changement climatique. Elle avait réuni à l'époque presque 150 opérateurs et pas uniquement des agriculteurs. Heureusement, vous verrez que la transversalité de la démarche est essentielle. Il y avait aussi beaucoup d'acteurs de la recherche, beaucoup d'institutionnels, la Chambre d'agriculture évidemment, mais aussi des représentants de l'INAO, du monde politique, des fournisseurs, toute forme, enfin beaucoup d'experts. Et à partir de la fin de l'année 2020, nous avons décidé de faire une grande consultation avec le vignoble, de manière à essayer de poser un projet pour 2030. Voilà, on les a interrogés sur ce qui, d'après eux, d'après nos caves, devraient être les grands axes autour desquels bâtir une stratégie, une dynamique pour la décennie. On a été assez surpris par l'ampleur des retours. Je vous disais tout à l'heure qu'on a à peu près 150 caves dans l'appellation et on a eu plus de 200 réponses. On avait invité chacune de nos caves à partager le questionnaire avec leurs équipes, avec leurs coopérateurs, etc. Et on s'est retrouvé devant un foisonnement d'idées. Un intervenant tout à l'heure disait que c'est souvent les plus motivés qui répondent, et c'est sans doute le cas, mais bon, on a déjà du mal à motiver ceux qui le sont déjà un peu, donc je pense que c'est ceux qui peuvent nous tirer vers l'avant. On a fait ensuite une série au début de l'année 2021 d'ateliers participatifs qui nous ont permis petit à petit d'organiser les différentes idées qui étaient nées de cette première consultation. Et on a organisé en mai 2021 une deuxième consultation qui a permis de hiérarchiser le résultat de tout ce travail et de valider, là aussi de manière participative, le plan et la raison d'être de notre appellation. Validation officielle qui a eu lieu, elle, en juin de l'année dernière, en Assemblée générale. Donc voilà cette raison d'être, c'est réunie pour partager, protéger et cultiver le sommet du vivant. Alors elle a évidemment une dimension un peu incantatoire, mais chacun de ces verbes porte des actions, à mon sens, particulièrement importantes que je vais essayer de développer dans la suite de cette présentation. Et il faut se dire que nous avons évidemment des ressources limitées en tant qu'AOC. On a peu de moyens de coercition et je ne suis pas certain d'ailleurs que ça porterait ses fruits. Et donc, je dirais ce qu'il y a derrière cette dynamique, c'est la volonté de donner un élan et de porter un projet. Et on s'est doté donc d'un poste, le mois qui a suivi l'AG, de chargé de mission climat et transition environnementale, mais aussi d'un organe consultatif, une sorte de comité de pilotage raison d'être, qui me semble particulièrement important là aussi par sa transversalité, puisque évidemment des représentants du vignoble y siègent, mais on y retrouve un représentant de l'INRAE, donc de la recherche, de la Chambre d'agriculture. On a aussi les directeurs des 2 parcs naturels régionaux de l'appellation, un représentant de l'INAO, et on a essayé aussi vraiment d'élargir au-delà de nos instances viticoles, agricoles, jusqu'à VPA, qui est Vaucluse Provence Attractivité, donc qui est l'organe local de l'attractivité de notre territoire. Et nous avons aussi un acteur engagé dans l'économie sociale et solidaire. L'idée de ce comité, c'est qu'il se réunisse 2 à 3 fois par an, de manière à ce qu'on partage nos projets, à ce qu'on tire l'inspiration des autres parties prenantes du territoire, et que ça nous permette de renforcer les partenariats sur le territoire du Ventoux et de trouver des idées que les simples vignerons que nous sommes n'auraient peut-être pas seuls. Je vais vous présenter donc assez rapidement, puisque vous avez compris que cette démarche déborde très largement la question de la biodiversité, le plan de l'AOC Ventoux pour 2030, et j'essaierai après de me focaliser un peu plus sur la dimension biodiversité de ces actions.
Donc il y a 3 axes principaux qui découlent de cette raison d'être. Réduire l'impact environnemental de l'AOC Ventoux, protéger le vivant et partager et cultiver la vie locale. Sur le premier point, donc, qui est sur la réduction de l'impact environnemental, la réduction de l'impact carbone est vraiment au cœur de nos priorités. On s'est fixé un objectif de moins 30% à 2030. Alors, j'en profite pour rappeler au passage que l'agriculture du territoire ne produit que 10% de l'impact carbone du territoire du Ventoux, mais on a évidemment notre pierre à porter dans cet édifice et dans cette bataille. Tout s'est basé sur un bilan carbone que nous avons pu faire avec l'aide de l'ADEME, et on est aussi partie prenante du comité de pilotage de l'IFV sur la transition environnementale, et notamment aussi des discussions qui ont lieu pour l'établissement du label bas carbone de la filière vin. Donc on a différentes mesures qu'on souhaite développer pour la réduction de l'impact. L'une des principales est la mise en place d'un réseau de consignes. C'est un projet assez ambitieux. On en est pour l'instant à mesurer le nombre des contraintes, et elles sont assez infinies, mais ça va être un projet qui va être au cœur de l'activité de notre petit ODG pour les 2 années qui arrivent, avec l'objectif dans un premier temps, on va dire, de se focaliser sur les ventes directes, le circuit local, et petit à petit de l'élargir aux professionnels. Et on est en train de se doter d'un SIG, donc un système d'information géographique qui va nous permettre d'intégrer la donnée climatique, et en particulier la donnée climatique prospective, qui est issue des études qu'on a faites avec l'INRAE, et qui permettra, à notre sens, à nos caves, de mieux piloter l'avenir de leurs exploitations. Et ça sera un outil, normalement, qui est unique en son genre. Sur la question de la protection du vivant, alors, on a évidemment une immense diversité de faune et de flore. On a aussi une immense diversité géologique, calcaire, argile, sable, marne. L'idée est de multiplier par 3 les surfaces d'enherbement. On a déjà beaucoup parlé de la question du couvert végétal. J'y reviendrai un petit peu plus loin, mais elle est centrale pour nous. Elle nous a paru être une problématique à la fois très complexe, mais très fédératrice, puisqu'elle-même, elle échappe aux différents labels qui peuvent segmenter un petit peu nos familles de vignerons. Sur la question de la plantation des arbres, là aussi, c'est devenu peut-être un peu une tarte à la crème, mais dans le cas du terroir du Ventoux, il y a une histoire assez forte de notre montagne qui, à la fin du 19e siècle, ressemblait un peu à une île grecque, qui est une sorte de montagne pelée. Et il y a eu des programmes de reforestation assez incroyables qui ont été mis en place à partir de la fin du Second Empire. Donc on voulait se mettre un petit peu dans le droit fil de cette histoire et de cet héritage. Et ensuite, sur la question du témoignage de la richesse naturelle de notre appellation et du Ventoux, l'idée était en fait de reprendre, je crois que c'est le premier intervenant ce matin qui a parlé de la charte paysagère du Ventoux. Il y a eu un moment pionnier, j'allais dire, de notre appellation en 2005. Et on avait défini à l'époque une douzaine de différents types de paysages. Hélas, d'une certaine manière, ce projet avait été un peu enterré. Il est en train d'être réactivé. Et puis, on y reviendra. On s'est mis aussi en rapport avec l'Observatoire agricole de la biodiversité pour apprendre à nous-mêmes et à nos caves à être beaucoup plus performants dans ces inventaires. Sur le 3e pilier, je passerai encore plus vite, mais l'idée est toujours d'élargir un petit peu le champ des priorités et de rappeler à notre territoire que le vignoble, les vignerons, les caves, la manière dont on sculpte les paysages, ça a été suffisamment bien expliqué ce matin, est un levier très important dans l'attractivité de nos territoires. Donc nous nous sommes rapprochés d'un certain nombre d'événements locaux, notamment, je pense qu'ici certains seront intéressés par les rencontres de Puy-Méras, qui ont eu lieu pour la première fois en juillet 2021, qui vont avoir lieu à nouveau. C'est autour de littérature et nature,
qui sont organisés par Jean Rouault, qui est un prix Goncourt 90, et Nathalie Skowronek. Et nous sommes partenaires d'un certain nombre d'autres initiatives culturelles. Un point qui est assez important aussi, c'est la question du partage d'expériences et du transfert de compétences. On va y revenir dans très peu de temps. Et nous avons aussi décidé d'associer de manière systématique à toute action promotionnelle d'autres agricultures ou d'autres produits du terroir du territoire du Ventoux. Alors, quant aux premières réalisations de notre appellation, alors évidemment, nous sommes qu'au tout début du chemin, mais je vous parlais de ces ateliers de transfert de compétences. Le premier qui a eu lieu en février 2022, et sa thématique était donc le couvert végétal. Là, on a eu en fait le plaisir, j'allais dire, de recevoir plus de 80 agriculteurs de notre territoire. Donc ça a été un succès auquel on ne s'attendait pas véritablement, puisque c'est une question qui est... Enfin, disons que le succès de ce forum a validé pour nous l'idée que c'était quand même une thématique qui pouvait nous regrouper et nous faire avancer. Donc on a reçu, c'était à Mazan au tout début du mois de février, pour une journée complète, là aussi, des témoignages de nos vignerons, mais aussi des témoignages d'experts, de la recherche, de l'INRAE, de la Chambre d'agriculture. Nous avons notamment bénéficié du travail de Viviane Sibé, qui est avec nous aujourd'hui, et du GI2E sur les couverts végétaux du Luberon. Et nous avons décidé de continuer à essayer d'entreprendre une série d'activités autour du couvert végétal, en particulier des visites de domaines, dont 2 viennent d'avoir lieu, où on va directement sur les lieux pour essayer de voir à la fois ceux qui font des engrais verts, mais ceux qui font aussi des couverts permanents. On a la chance d'en avoir, notamment sur une exploitation, un vigneron qui fait du couvert végétal permanent depuis 20 ans. Donc c'est évidemment des expériences fortes à partager entre vignerons. Et nous allons, avec le parc naturel régional, avec la Chambre d'agriculture, continuer à essayer de faire un effort de formation autour de ces questions-là. On essaie de favoriser aussi le partage de matériel, que ce soit pour la semence de couverts ou que ce soit pour rouler ou broyer, enfin en tout cas entretenir ces couverts. Et il y a des réflexions en cours sur la manière dont on pourrait peut-être produire nos propres semences pour les couverts végétaux de notre vignoble. Sur la protection de la biodiversité en général, donc nous avons adhéré récemment à l'OAB et je vais reprendre mes notes. Et notre chargé de mission climat et transition environnementale s'est donc formée aux 5 différents protocoles d'inventaire de l'OAB, avec l'idée de commencer elle-même à diffuser la bonne nouvelle et en lien notamment aux questions de couvert végétal, de prendre un petit peu date pour que chaque année nous fassions des inventaires de biodiversité et que nous voyions l'impact sur la biodiversité de notre vignoble du développement des couverts. On a essayé d'accompagner aussi la protection et la construction de haies, mais là on n'a pas un programme spécifique dans la mesure où il y a des programmes régionaux et nationaux qui ont été évoqués ce matin. Et puis encore une fois, on n'est pas dans un cadre qui est véritablement celui d'une mère de vigne, donc ça c'est évidemment important, mais peut-être un peu moins prioritaire sur un vignoble comme le nôtre. Et nous sommes en train de réfléchir à d'autres idées, en particulier en lien avec le parc naturel régional du Ventoux et du Luberon. Alors, des mesures symboliques, comme celle de faire de la chouette chevêche d'Athéna, qui est un des animaux, on va dire, les plus caractéristiques de notre terroir, un animal totem de l'AOC. On réfléchit aussi à générer des budgets spécifiques sur des actions de promotion qui nous permettront de faire des actions de préservation, cette fois, d'espèces protégées. Et on va aussi se rapprocher du naturoptère pour essayer d'intégrer l'héritage de Jean-Henri Fabre dans notre stratégie 2030. Et de manière plus générale, l'idée, c'est vraiment d'intégrer la biodiversité dans l'ensemble de nos projets. On a un GI2E
les hommes qui plantent des arbres, qui s'est créé récemment sur l'agroforesterie. Et on fait beaucoup de veille à ce niveau-là et qu'on transfère à l'échelle de notre vignoble. Dans le projet de replantation des arbres, enfin d'arbres dont je vous parlais, projet de replanter 30 000 arbres pour 2030, on s'est associé à la fois au PNR et au CRPF pour avoir, on va dire, dans le deuxième cas, une expertise sur le choix des espèces, mais avec le PNR aussi, un regard important sur la manière d'entretenir ou de replanter nos forêts en pensant à ne pas détruire la biodiversité dans cette même démarche. Et encore une fois, l'idée après est d'essayer de faire de ces démarches vertueuses, de la biodiversité qui elle-même vient au cœur de celle-ci, un levier économique aussi, et d'essayer de montrer, de bâtir une démarche plus globale de tourisme durable. Et donc on y travaille actuellement avec VPA pour s'inscrire dans une logique de slow tourisme. Tout cela devrait, et j'avais une discussion il y a quelques minutes avec l'un des responsables des parcs régionaux, peut-être se formaliser par la mise en place prochaine d'une marque Valeur Parc Ventoux, qui dans le vignoble est porteuse de beaucoup d'espoir et qui nous permettra sans doute d'avoir une bannière derrière laquelle avancer en commun. Donc, première conclusion, vous avez bien compris qu'on était au tout début de cette aventure et de cette démarche. La raison d'être prend vraiment du sens quand elle s'inscrit dans les statuts. Et donc l'idée est d'essayer de convaincre maintenant nos caves et nos vignerons dans une prochaine Assemblée Générale de faire de notre AOC une AOC à mission. Et je dirais que de manière générale, ces 18 ou 20 mois de début d'aventure collective ont vraiment à la fois mis en valeur la nécessité de dépasser les égoïsmes et d'avoir évidemment une approche qui ne soit pas anthropocentrée, mais qui soit beaucoup plus transversale que ce qu'on a l'habitude de faire. On parlait tout à l'heure des problèmes de communication qu'il peut y avoir entre les vignerons et la recherche. Ces problèmes, je pense qu'on les retrouve à tous les échelons du territoire ou de nos institutions. Et l'idée, c'est vraiment d'avancer avec toutes les caves, mais aussi avec toutes les différentes agricultures de notre territoire, et de manière plus large avec tous les acteurs politiques, mais en intégrant la recherche, en intégrant l'attractivité, en faisant finalement de nos voisins les premiers ambassadeurs de notre appellation, mais par la preuve que nous devenons chaque jour un peu plus vertueux. Donc je ne sais pas si cette démarche en inspirera certains. En tout cas, on voit le début d'une cohésion plus forte à l'intérieur de notre appellation. Et j'espère que nous arriverons à avoir des réalisations prochaines à la hauteur de nos ambitions. Merci beaucoup.